Bonjour à toutes et tous, la capsule vidéo du jour est consacrée au cours du jeudi 26 mars. Dans ce cours, nous allons corriger des exercices du chapitre 11 sur la stéréoisomérie et du chapitre 12 sur les mécanismes réactionnels. Donc on commence par les QCM du livre, page 267. Donc exercice 1. Lorsqu'une molécule est chirale, trois propositions, eh bien, lorsqu'elle est une molécule est chirale, son image dans un miroir plan est aussi une molécule chirale, et on aurait pu rajouter que ces deux molécules sont non superposables. Donc là, deux molécules qui sont représentées, les molécules A et B, une première en représentation de Cram, et puis là, une deuxième ici, la B. Euh, toutes les deux chirales non, toutes les deux achirales non plus. Celle-ci est chirale parce qu'elle a un carbone asymétrique, un carbone qui porte un groupe d'atomes différents, et celle-ci n'est pas chirale. Donc ici, A est chirale, B est achirale, donc réponse B. Pour l'exercice 2, première question, formule topologique du butane de Hall. Donc butane, on a 4 carbones. Hall, donc on a un groupe caractéristique hydroxyle qui va se trouver sur le deuxième carbone. Donc celle-ci est bonne, 1, 2, 3, 4 et deuxième carbone. Celle-ci également, 1, 2, 3, 4 et hydroxyle. Et celle-ci aussi. Donc les réponses A, B, C étaient justes pour cette question 1. Question 2, molécule de méthane, représentation de Cram. Est-ce que c'est correctement dessiné? Donc là, la réponse est non, mal dessiné. On remarque que ces deux liaisons ici ne respectent pas les 109 degrés nécessaires. En tout cas, elles sont à 90 degrés, donc c'est pas bon. Les angles sont pas respectés, donc réponse B. Exercice 3. Une molécule de représenter, il fallait identifier le nombre de carbones asymétriques. Celui-ci n'en est pas un, ces deux-là non plus, hein. On a 3 atomes hydrogène, donc on n'a pas 4 groupes d'atomes différents. Celui-ci n'en est pas un non plus parce qu'on a 2 CH3. Celui-ci est un carbone asymétrique parce qu'il a NH2, H, le CCH3 deux fois là, et CH2Br. Donc ce carbone-là est asymétrique, on en a un. Celui-ci n'est pas asymétrique non plus parce qu'on a 2 atomes d'hydrogène. Donc un seul carbone asymétrique, réponse B. Alors ces deux molécules constituent quoi? Eh bien, si vous tracez un miroir plan entre les deux ici, eh vous allez pouvoir voir que ces deux molécules sont symétriques, elles sont images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir et non superposables. Là, il nous manque un petit 5, mais qui a été oublié par la typographie. Donc là, on a bien deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir et non superposables, donc on a affaire à un couple d'énantiomères. Question 3, la molécule ici représente, on va représenter ci-contre, et bien comme les gros groupes sont de part et d'autre du plan formé par la double liaison carbone-carbone, on a le stéréoisomère E, le diastéréoisomère E. Qu'est-ce qu'un mélange racémique? Question 4, et bien c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Réponse A. Question 5, deux diastéréoisomères ont des températures d'ébullition différentes, ils ont des propriétés chimiques différentes, les diastéréoisomères, donc entre autres des températures d'ébullition différentes. Réponse A. Et par contre, ils n'ont pas de carbone asymétrique, enfin, en tout cas pas obligatoirement. Ils peuvent en avoir deux, mais ils peuvent aussi avoir la double liaison carbone-carbone. Et elles ont les mêmes formules semi-développées. Alors la conformation la plus stable ici, eh bien, en tout cas, ce ne sera pas celle-là, parce que là, on a une conformation éclipsée avec les deux gros groupes, donc les deux chlores en face de l'autre. Donc ça, ce sera au contraire la moins stable. Les deux autres sont équivalentes. Et pour les deux autres, on a une conformation décalée, avec les gros groupes le plus éloignés possible les uns des autres. Donc B et C étaient les bonnes réponses. Donc on continue avec l'exercice 9. Donc vous aviez des modèles moléculaires et il fallait faire les représentations de Cram de ces molécules. Donc là, on observe que les liaisons chlore ici sont dans le plan, hydrogène en avant du plan ici, hydrogène en arrière du plan là. Donc chlore, chlore dans le plan, hydrogène en avant, hydrogène en arrière. Ensuite, on a hydrogène, carbone, carbone, hydrogène, tout ça c'est dans le plan. Là, on a le chlore en avant, l'hydrogène en arrière, et puis donc là, on a
l'hydrogène ici en avant et le chlore en arrière. Donc je reprends ici hydrogène, carbone, carbone, hydrogène dans le plan, chlore en arrière, hydrogène en avant, hydrogène en arrière. Donc ça nous donne cette représentation ici. Ça c'est dans le plan. Hydrogène en avant, chlore en arrière, chlore en avant, hydrogène en arrière. Celle-ci, eh bien, on avait cette liaison carbone-hydrogène dans le plan, carbone-oxygène dans le plan. Cette carbone-hydrogène là est en avant du plan, celle-ci en arrière. Ça nous donnait ça. Carbone-hydrogène, carbone-oxygène, en avant, en arrière. Là, ce n'était pas nécessaire, vous pouviez coller l'hydrogène à cet oxygène-là. Et enfin, le dernier. Donc, on note que donc, cet hydrogène, carbone, carbone, hydrogène, tout ça, c'est dans le plan. Là, on a le chlore en avant pour les deux, et hydrogène en arrière pour les deux. Donc, ça nous donnait ça. Alors ensuite, vous deviez identifier et corriger les représentations de Krama correctes. Donc la première n'est pas correcte parce que la liaison qui pointe vers l'arrière, elle n'est pas dirigée vers le bas, hein, elle doit être dirigée vers le bas comme celle qui pointe en avant. Pour la deuxième, c'est pas bon parce que les liaisons qui pointent vers l'avant et vers l'arrière doivent être du même côté du plan. Et là, c'est pas le cas. On a hydrogène d'un côté et en avant et puis l'autre hydrogène en arrière. Vous n'avez pas donné celle-là parce qu'elle est correcte et puis elle est corrigée fausse. La D, on a l'angle ici pour les liaisons dans le plan qui n'est pas respecté. Et puis la E est correcte aussi. Donc on avait C et E qui étaient bons, et A, B et D qui n'étaient pas bons. Donc là ici vous avez la correction pour A, B et pour D. Donc comme d'habitude vous avez le document sur le NT. Alors le 25, l'asparagine. Donc c'est un médicament, enfin plutôt non, l'asparagine, excusez-moi, c'est une molécule qui donne un goût sucré dans une forme et qui n'a pas de goût dans une autre. Donc là, vous aviez un texte qui était extrait de Sciences et Vie, Sciences et Avenir, qui reprenait ce qu'on a vu sur la stéréoisomérie, et en particulier le fait que, bien dans le cas d'une utilisation médicamenteuse de stéréoisomères, eh bien, il peut arriver que un des deux énantiomères ait une forme active. Par exemple, la L-dopa est utilisée pour le traitement de la maladie de Parkinson, la D-dopa est toxique. Et tout le génie de la chirotechnologie consiste à essayer de mettre au point des procédés permettant de produire uniquement un des deux énantiomères. Donc beaucoup de prix Nobel ces dernières années pour ce domaine de la chimie. Donc pour la molécule d'asparagine, vous deviez identifier les groupes caractéristiques de l'asparagine. Donc on avait trois groupes caractéristiques à identifier. On avait le groupe amide, tout à gauche ici, CONH2. On avait le groupe amine, ici, NH2. Et le groupe carboxyle, tout à droite, COOH. Le carbone qui était responsable de la chiralité de l'asparagine, c'était le carbone asymétrique. Carbone asymétrique donc carbone qui porte 4 atomes, groupes d'atomes différents, c'est celui-ci. Et on vous demandait de représenter les deux formes énantiomères. Donc, comme on l'a vu dans la capsule précédente, l'utilisation des miroirs, c'est-à-dire représentation de crâne, vous mettez votre carbone, les 4 substituants, où vous voulez, en arrière vous mettez ce que vous voulez, et vous mettez votre miroir et vous mettez le symétrique. Après, ce qu'ont choisi notre livre ici, quand ils ont corrigé, c'est de faire l'inversion ici des deux liaisons, en avant, en arrière. Ça marche aussi. Moi, je fais la première méthode avec le miroir parce que on est vraiment sur la définition, quoi. Les deux molécules sont bien l'image d'une dans le plan d'un miroir, on voit le miroir, et elles ne sont pas superposables. Définition d'un mélange racémique, eh bien, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères. Commenter la dernière phrase du texte, eh bien, deux énantiomères qui ont les mêmes propriétés chimiques. Donc si on ne prend pas de précautions particulières, on va avoir un mélange racémique, hein, si on fait une synthèse sans prendre de précautions particulières, hein, d'où la difficulté de la chirotechnologie, hein, de produire uniquement un des deux énantiomères. Et dernière question, en utilisant l'exemple de la L-dopa, expliquer pourquoi la commercialisation d'un médicament sous forme racémique est de plus en plus évitée. Deux énantiomères ont en général des propriétés biochimiques différentes. Donc par exemple, dans le texte, on voit la dopa
qui peut être toxique vis-à-vis de l'organisme, ou un médicament anti-Parkinson selon sa configuration. Donc si on commercialise sous forme racémique, on aura les deux effets, et donc c'est pas à souhaiter, parce que l'un des deux, la L-Dopa, est utilisé, enfin est utilisable comme pour soigner la maladie de Parkinson. Donc il faut préconiser la synthèse d'énantio pur, pas de racémique. Alors maintenant on passe aux exercices sur les mécanismes réactionnels. Alors juste un petit point là-dessus. Je vous ai mis sur le NT aussi ce deuxième document que je ne vais pas commenter là, je vous laisserai le lire. Il est issu de la Bolycée. Vous avez un petit rappel de cours très bien fait sur les mécanismes réactionnels. Et vous avez des extraits d'annales, certains que j'ai pris, d'autres non. Donc regardez-les, vous avez les corrections, très bien faites comme toujours sur la Bolycée. Et donc à consulter pour compléter un peu les exercices que je vous ai donnés. Donc c'est sur le NT. Alors on prend premier exercice ici, les esters. Première question, nommer et donner la formule semi-développée des deux réactifs de la réaction ci-dessus. Donc on voit qu'on a un acide carboxylique qui va réagir avec un alcool pour former un ester et de l'eau. Là on forme de l'éthanoate de butyl. Donc ici le R1 vient de l'acide, donc la partie éthanoate vient de l'acide, donc ce sera l'acide éthanoïque. Et 2-butyl, ça vient du R2 ici, donc de l'alcool. Donc on a l'acide éthanoïque qui va réagir avec le butanol pour former l'éthanoate de butyl. Indiquer si la réaction d'estérification est de substitution, d'addition ou d'élimination. Donc là, on a deux réactifs qui donnent deux produits, donc ça va être une substitution. Et pour justifier, on voit qu'on a dans cette réaction chimique, on a le départ, parce que quand on a une substitution, on a un groupe qui est remplacé par un groupe d'atomes ou un atome qui est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes. Donc là, on va observer le départ du groupe OH ici, qui va être remplacé par le groupe R2O. Donc on a le OH qui est remplacé par le R2O, comme on le voit là. Ici le R2O c'est le CH3, CH2, 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 enfin 4 carbones comme il y a un oxygène. Identifier pour chacun des réactifs un site donneur ou un site accepteur de doublet d'électrons, puis proposer une première étape pour le mécanisme de formation de l'ester. Alors, pour le premier réactif, donc l'acide, on peut prendre comme site donneur l'oxygène ici, celui-ci ou celui-là, hein, puisqu'on a des doublets non liants, et parce que comme il est plus électronégatif que le carbone, il va être delta-, et comme site accepteur ce carbone ici, qui va être delta+. Là, pour l'alcool, eh bien, on peut prendre comme site donneur, là encore, le doublet non liant de l'atome d'oxygène, et on pourrait prendre aussi comme site accepteur eh bien, le carbone qui est lié à cet oxygène. Alors, pour expliquer, pour proposer une première étape du mécanisme de formation de l'ester, eh bien, là, en fait, comme on voit que l'oxygène, on retrouve ici, va se lier au carbone de l'acide, donc on va avoir une liaison entre cet oxygène et ce carbone. Donc on peut imaginer une flèche courbe qui partirait du doublet non liant ici et qui rejoindrait ce carbone. Voilà. Alors vous l'avez en plus net ici, donc une flèche courbe qui part de l'oxygène de l'alcool, site donneur, pour aller jusqu'au carbone. Merci phénylalanine. Donc vous avez sa formule développée qui est représentée ici. Première étape est schématisée là. Localiser l'atome accepteur de doublet d'électrons sur la liaison CO. Le carbone est moins électronégatif que l'oxygène, donc l'oxygène il est delta-, et donc le carbone est delta+, il est donc accepteur, comme il est delta+, parce que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. C'est pas à connaître ça, l'électronégativité elle est toujours fournie. Enfin, les électronégativités sont fournies. Par contre, comprendre les conséquences, c'est-à-dire que le fait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc il sera delta-, et donc le carbone sera delta+, ça vous devez savoir le faire. Relier par une flèche courbe les sites donneurs et accepteurs afin d'expliquer la formation de la nouvelle liaison. Alors déjà, on compare les réactifs et les produits. Quand on compare, on observe que cette liaison ici, au bout de ma pointe de flèche, elle n'existait pas avant. Cette liaison, elle est entre cet atome d'oxygène et cet ion hydrogène.
Le doublet non liant de l'atome d'oxygène est un site donneur. L'ion H+ est un site accepteur. H+ est accepteur parce qu'il est chargé plus. L'oxygène est un site donneur parce qu'il est porteur de doublets non liants, et puis en plus il est delta-. Et donc on aura une flèche courbe qui va partir du site donneur vers le site accepteur, pour expliquer la formation de cette liaison. Exercice 3, l'ammoniac. On vous demandait d'expliquer la formation de l'ion ammonium. Donc on commence par représenter la formule, le schéma de Lewis ici. On a une liaison qui se forme entre l'azote et cet hydrogène qui n'existait pas avant. Et donc une flèche courbe qui part du site donneur, le doublet non liant de l'azote, pour aller vers le site accepteur, H+, puisque H+, il est chargé positivement, donc c'est un site accepteur, il est pauvre en électrons. Exercice 4, l'avant-dernier. Donc vous aviez, donc toujours sur les stérifications, indiquer le type de réaction correspondant au mécanisme 2 et 4. Donc le mécanisme 2, on a deux réactifs qui nous donnent un seul produit. Donc comme on a deux réactifs qui donnent un produit, c'est une addition. Pour le 4, on a un réactif qui donne deux produits, c'est le contraire de l'addition, c'est l'élimination. Dessiner les flèches courbes pour l'étape 2. Alors, pour l'étape 2, ce qu'on observe, c'est, on observe deux choses. Dans l'étape 2, on a à la fois une formation de liaison. On a une formation de liaison parce que cette liaison ici, au bout de ma flèche de souris, là, elle n'existait pas avant, entre cet atome d'oxygène et cet atome de carbone. Et on a aussi une disparition de liaison, rupture de liaison. La liaison double s'est transformée en liaison simple ici. Donc pour la formation de liaison, on va avoir une flèche courbe qui va partir du site donneur, le doublet non liant de l'atome d'oxygène, vers le site accepteur, ici le carbone. Pour la rupture, on va avoir une flèche courbe qui va partir de la liaison à rompre, donc la double liaison, vers l'atome le plus électronégatif, l'atome d'oxygène ici. Alors sur le deuxième document, vous avez toutes les autres étapes qui sont schématisées. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de les faire vous, de votre côté. Vous avez le schéma ici, vous essayez d'expliquer toutes les étapes, et puis ensuite vous comparez pour voir sur le document de labo lycée si vous aviez... bon, ça fait un très bon entraînement, parce que là vous avez 5 étapes à expliquer. Enfin, question 4.3, comment le cation H+ intervient-il dans le mécanisme? On voit que H+, il est consommé à la première étape et régénéré à la dernière, donc c'est un catalyseur. C'est une espèce chimique qui ne va pas apparaître dans le bilan de la réaction, il est consommé puis régénéré, donc c'est un catalyseur. Consommé à l'étape 1, régénéré à l'étape 5. Alors, enfin, donc dernier exercice, estérification toujours. Première question, le nom en nomenclature officielle de l'acide formique qui est donné là. On a un seul carbone, donc c'est l'acide méthanoïque. Vous deviez ensuite recopier l'équation de la réaction et donc en représentation topologique. Donc en topologie, on va directement ici. Donc là, on a le carbone, d'où liaison O et OH. Vous deviez ensuite encadrer les groupes caractéristiques et nommer les fonctions correspondantes. Donc oui, là, tout devait être en topologique. Donc carboxyle, fonction acide carboxylique, groupe hydroxyle de la fonction alcool, groupe ester, fonction ester, et puis l'eau. Donc tout ça, donc la nomenclature, vraiment, il faut pratiquer, ça tombe dans tous les exercices de chimie. Troisième question, décrire la modélisation de l'étape A du mécanisme réactionnel. Alors, retournons ici. Donc on a le mécanisme réactionnel qui est représenté là. C'est-à-dire qu'on a la flèche courbe qui apparaît, vous n'avez pas à la faire, il faut juste l'expliquer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un doublet non liant de l'atome d'oxygène, donc le site donneur, va permettre de former une liaison avec le l'ion H+, qui est un site accepteur. Et donc là, c'est ce qu'on observe dans cette étape A. Pardon. Alors, question suivante. Après avoir recopié les étapes C, E, complétez chaque étape à l'aide des flèches courbes nécessaires pour chacun des cas. Donc, étape C, ce qu'on observe, c'est la formation d'une liaison entre cet oxygène et ce carbone. Le carbone est accepteur parce qu'il est plus. L'oxygène est donneur avec son doublet non liant. On va avoir une flèche courbe qui part du doublet non liant pour aller sur ce carbone. C'est ce qu'on voit dans le corrigé ici. Hop. Et pour le E,
Donc quand on compare, on voit que là-bas, on a cette liaison-là qui a disparu. Donc on a une liaison à rompre. Donc on va avoir une flèche courbe qui va partir de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif. Voilà. Alors, dernière question, comment peut-on expliquer l'existence des charges positives portées par les atomes d'oxygène et de carbone dans l'étape E? On vous donnait les numéros atomiques du carbone et de l'oxygène. Donc là, les charges positives portées par atome d'oxygène et par l'atome de carbone ici. Alors, on va commencer par le carbone. Carbone, Z égale 6, configuration électronique K2L4, donc 4 électrons sur la couche externe pour l'atome de carbone. Ici, nous avons 1, 2, 3 électrons qui sont représentés là. Donc 3 électrons uniquement autour de cet élément carbone. Il manque donc un électron à l'atome de carbone, donc l'atome de carbone a perdu un électron, il est donc chargé positivement. Et pour l'oxygène, eh bien, Z égale 8, donc structure électronique ou configuration électronique K2L6, 6 électrons sur la couche externe pour l'atome de carbone. Ici, cet élément carbone, il a 1, 2, 3 électrons qui participent à une liaison, plus 2 électrons dans le doublet non liant, ça nous fait 5 électrons, il en manque un. Donc lui aussi, comme il manque un électron, il est chargé positivement. Donc là, ici, c'est les mêmes exemples à chaque fois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande la conférence confinée de Julien Bobroff qui se déroule aujourd'hui, donc jeudi 26. Je vous ai mis le lien sur le MT. Demain, foire aux questions à 9 h. Je vous remets le lien sur le MT de 9 h à 10 h. Donc classe virtuelle. Donc n'hésitez pas à venir pour poser des questions précises sur ce qu'on a vu cette semaine. Je ne refais pas le cours, hein, je réponds à vos questions. Et bah, bon courage, bon travail, et donc à demain. Au revoir.